Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 31 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Avant de commencer, j'avais envie de vous dire quelques mots. Enfant, je me suis rapidement égarée dans la littérature. À 7 ans, j'ai commencé à écrire des mondes imaginaires, des histoires fantastiques, des décors de contes. Je me perdais des heures entre lecture et écriture. À 12 ans, j'ai appris à dessiner, à comprendre le trait du crayon, à manier la peinture, à patienter le temps que le papier absorbe et à m'amuser avec les matières. À 15 ans, j'ai connu la photo. Je prenais des portraits, invitais des amis, reportais ce que je voyais, collais des paillettes, accrochais des tissus, allumais les lumières. À 17 ans, j'ai appris à utiliser ma guitare, et puis j'ai arrêté, et j'ai repris, et j'ai arrêté. J'ai filmé aussi les anniversaires, j'ai filmé la politique, le monde qui m'entourait. J'ai grandi toujours avec la couture, la sculpture, la musique, le théâtre, la littérature, le cinéma, le documentaire, la photographie, la peinture, l'art, toujours. J'ai eu la chance de grandir aussi avec l'information libre et indépendante, avec du débat, avec la remise en question, avec des idées de progrès social et écologique. Et puis un jour, j'ai voulu faire de l'art mon métier. J'ai vu la passion devenir quotidienne, oui, et la joie qui va avec, l'effervescence créative, le foisonnement du milieu culturel. Mais j'ai vu aussi la précarité des artistes, les sonnettes d'alarme des salles, les baisses de budget, le statut se dégrader, les conditions de travail inhumaines, le désespoir et tous les burn-out. J'ai vu la censure, j'ai vu la fatigue, j'ai vu le découragement, j'ai vu les moqueries, j'ai vu le manque de considération. J'ai vu le sexisme, le racisme et toutes les autres formes de discrimination. J'ai vu le plus beau secteur du monde, la beauté de la création, mais j'ai vu aussi tous ces problèmes. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter. Ceci est ma vision de la culture aujourd'hui et de comment la changer, des idées de comment la sauver. Si vous avez besoin de force, d'espoir dans ces temps compliqués, j'espère humblement vous en apporter un petit peu. Courage à tous, force à tous et n'oubliez pas, rien n'est perdu. Tout est à gagner. Bonjour et merci d'être là. Merci de m'écouter une nouvelle fois par ici. Le but aujourd'hui est de vous faire un constat le plus clair possible de l'état de la culture aujourd'hui, de vous faire un état des budgets, des salles, des artistes, de la création, des statuts. Dans le deuxième point, nous verrons ensuite comment on peut s'engager dans son métier culturel et toutes les solutions qui existent. Je vais vous lister les collectifs, je vais vous lister les syndicats, je vais vous lister les mobilisations, je vais vous lister le maximum de choses possibles, les structures qui peuvent vous accompagner parce que c'est ce qui nous manque le plus. Et en troisième partie, nous parlerons du contexte actuel. Il faut savoir que j'enregistre cet épisode le 2 juillet 2024. Donc nous sommes dans la semaine de campagne du deuxième tour des élections législatives qui sont très difficiles à vivre pour énormément de personnes et dont pour énormément d'artistes et journalistes. La culture aujourd'hui, on en a l'habitude malheureusement, c'est toujours la grande oubliée des débats, c'est toujours la grande oubliée de nos programmes politiques, c'est même la grande oubliée au sein de nos partis à gauche malheureusement. La culture, on en a également une vision faussée, une vision dégradante. On voit beaucoup les artistes comme des fainéants, comme des troubadours pas très sérieux. On voit la culture comme quelque chose qui n'est pas essentiel, on l'a bien vu notamment pendant le Covid. On l'a bien vu également pendant la préparation des JO, qui a condamné, je vous le rappelle, de très nombreux festivals musicaux cet été et tous les prochains. Je vous invite pour cela à écouter l'épisode participatif où je vous en parle beaucoup plus en détail. Et toute cette vision, aujourd'hui, se traduit. Elle se traduit en chiffres, elle se traduit en mépris pour notre secteur, elle se traduit en manque de considération, en baisse de subventions et en abandon de notre secteur par nos gouvernements. La lutte est grande et importante, on a énormément à faire pour sauver nos métiers et j'ai essayé aujourd'hui de vous dresser le constat le plus global possible pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe en ce moment et de comment on peut faire pour changer les choses. Ce qui ne sera pas forcément une mince affaire, car au sein même
de nos orgas, au sein même de nos syndicats. On a encore beaucoup de travail pour faire reconnaître totalement nos problématiques. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant que j'aimerais vous décrire aussi en deuxième partie. Donc on va commencer tout de suite. Tout ce constat que je viens de vous dresser, je ne le sors pas de mon chapeau. J'ai pris soin de vérifier mes sources, d'aller chercher des chiffres qui, je pense, sont les plus parlants. Vous avez toutes les sources en barre d'infos, en description du podcast. On va commencer tout de suite en parlant des coupes budgétaires, des baisses de subventions. C'est quelque chose qui peut être assez vague, dit comme ça. On sait que le budget de la culture baisse, mais en substance, de combien baisse-t-il ? Cette année, attention, je pense que vous n'allez pas vous en remettre de sitôt. La baisse de budget du ministère de la Culture s'élève à 204,3 millions d'euros. Et à côté de ça, on nous dit que c'est pas si pire parce qu'on a haussé le budget alloué au patrimoine, ce qui veut dire aujourd'hui que notre volonté, c'est aussi de s'occuper plus de l'art mort que de l'art vivant. Ça, c'est mon petit commentaire personnel. L'APAS, donc l'Association des professionnels de l'administration du spectacle, a publié le 27 mars les résultats d'une enquête qui disait que selon eux, la saison 2024-2025 comptera 54% de représentation en moins que la saison précédente. 54% en moins. Je sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation. N'oublions pas que ce ne sont pas juste des représentations en moins, mais au-delà de l'offre culturelle en moins que cela va donner, c'est aussi du coup des théâtres qui ne tournent plus, c'est des artistes qui ne tournent plus, c'est des compagnies qui ne tournent plus, c'est des décorateurs, des décoratrices, c'est des costumiers, des costumières, des make-up artistes. C'est tous ces gens-là, c'est les metteurs en scène, les actrices, les techos, les agents d'administration, les agents de la billetterie. Il faut voir en fait ça comme un système global et à chaque fois qu'on va tirer un peu sur la corde, c'est tout le système qui est derrière qui s'effondre. C'est des cachets d'intermittence en moins, c'est des carrières en moins, c'est des vies qui sont brisées par ces manques de moyens au quotidien et d'autant plus cette année avec ces baisses de budget vraiment conséquentes. Pour être un peu concret, par exemple, sur des salles que tout le monde connaît, l'Opéra de Paris a perdu cette année 6 millions d'euros de subventions publiques, la Comédie Française, moins 5 millions d'euros de subventions, le Louvre, moins 3 millions d'euros de subventions, le Théâtre de la Colline à Paris, moins 500 000 euros de subventions. On peut parler aussi des institutions qui sont hors Paris. Par exemple, en 2023, la mairie de Lyon a supprimé 500 000 euros à l'Opéra de Lyon et la région leur a enlevé également 500 000 euros. Ça, c'est quelque chose qui a fait du bruit parce que, si vous vous en souvenez, en 2023, l'Opéra de Lyon a dû fermer ses portes pendant 3 mois. 3 mois où il ne pouvait plus assurer de représentation, où il ne pouvait plus assurer d'offres culturelles parce qu'il n'avait plus l'argent. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la problématique, c'est que il faut se dire que si même l'Opéra de Lyon, qui est quand même une institution qui est censée avoir du budget, ferme ses portes, vous imaginez bien tous les projets qui ont moins de budget à la base, qui voient également leurs subventions et le nombre de subventions baisser, c'est des projets qui se meurent tout simplement. Parce que quand l'opéra ferme ses portes 3 mois, ça veut dire que toutes les petites assos, toutes les petites compagnies, toutes les petites salles qu'il y a autour, elles ferment pendant beaucoup plus longtemps, voire définitivement. C'est ça qui m'affole, vraiment. Après les actions de l'opéra, la région a remis 200 000 euros sur la table, mais donc c'est quand même un manque à gagner de 800 000 euros pour l'Opéra de Lyon à partir de maintenant. Il faut savoir aussi que les baisses de subventions pour les salles, notamment de spectacles vivants, c'est quelque chose d'essentiel. Tout simplement parce que le budget de salles, par exemple de théâtre, repose principalement sur de la subvention publique. Tout simplement parce que le but affiché, ce n'est pas une rentabilité, le but ce n'est pas que le théâtre fasse de l'argent, le but c'est que le théâtre crée de l'offre culturelle. De l'offre culturelle qui reste de plus accessible au plus large public. Car la culture, c'est un service public comme les autres. Et ça devrait être un service public comme les autres. Si vous voulez avoir une idée, par exemple sur des théâtres locaux, notamment le Grand T à Nantes, c'est un théâtre qui vit à 80% sur des fonds publics. Grâce à cela, les visiteurs payent 2 à 5 fois moins cher
leurs billets que si il n'y avait pas de subvention publique. Tout simplement parce que créer une pièce de théâtre, ça coûte très cher. Et du coup, si on voulait aller voir du théâtre non subventionné, ça coûterait très cher. Le théâtre du Grand T à Nantes accueille 100 000 billets par an et 22 000 sont notamment des scolaires. C'est exactement ce genre de politique. C'est ce genre de politique qu'appliquent de nombreux théâtres locaux. Le but, c'est d'accueillir un maximum la population locale et la population jeune également. Le fait d'accueillir des scolaires et du coup de permettre à des enfants de ne pas payer leurs billets, c'est de pouvoir avoir une culture qui est accessible au plus grand nombre de personnes et depuis le plus jeune âge. C'est des politiques qui sont beaucoup appliquées notamment aussi dans le 93 où on sait que malgré pas mal d'efforts comme des théâtres locaux, on a une population très blanche, bobo, bourgeoise, parisienne qui vient dans les théâtres. J'ai moi-même pu en être témoin et le voir. C'est que les théâtres, notamment le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, tentent de baisser au maximum les prix des billets et d'accueillir une population locale, de faire de la pub localement pour réinviter aussi les populations du 93 et des quartiers populaires à venir voir du théâtre, à venir voir du cinéma indépendant, etc. etc. Tout ça, avec ces baisses de budget, ce ne sera plus possible et de moins en moins possible. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que le théâtre du Grand T, qui repose à 80% sur des subventions publiques, ce n'est pas un exemple isolé. Un très grand nombre de salles reposent sur le même système économique. Donc quand on baisse des budgets pour la culture, c'est toute cette économie-là qui se meurt, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, la directrice du Grand T à Nantes a dit, je cite, L'État français et puis les collectivités territoriales ont considéré que le fait de pouvoir aller au théâtre était un service public, que cela participerait à l'émancipation des citoyens. Et ça, on en reparlera plus tard. Je ne pourrais pas aujourd'hui vous faire quelque chose d'hyper détaillé comme ça dans tous les secteurs, mais il faut savoir que c'est la même chose pour la musique, c'est la même chose notamment pour les cinémas indépendants. Les cinémas, ça a été quand même le premier secteur qui s'est foncièrement et énormément privatisé. Aujourd'hui, il nous reste très peu de cinémas indépendants et leur économie, pareil, ne tient que sur un fil. Quand à côté, on a des énormes UGC, etc., qui ne reposent pas du tout sur les mêmes problématiques économiques et qui ne proposent pas du tout non plus la même proposition artistique et créative que des cinémas indépendants qui tendent à avoir quand même une offre beaucoup plus émergente et diversifiée de contenu quand des cinémas qui tiennent et reposent sur une économie du profit ne vont proposer que beaucoup plus de blockbusters et de cinéma, notamment hollywoodien, etc., etc. Le problème étant que si les salles de spectacle vivant, donc de théâtre, de danse, de musique, etc., etc., n'ont plus suffisamment de budget, elles ne pourront plus et de moins en moins payer leurs employés. Là, on parle des salles, mais on peut parler aussi des compagnies, des assos. Quand on baisse le budget de la culture de 204 millions d'euros, ça se répercute plus largement sur toutes les orgas. Vous avez aussi aujourd'hui des boîtes de production, d'événements, notamment du coup de festivals, d'événements locaux. Vous avez des compagnies de théâtre, donc les compagnies de théâtre, c'est elles qui qui créent du coup les pièces et qui les font tourner dans les théâtres, les salles, etc., etc. C'est moins d'argent, pareil oui pour les orgas de musique, c'est moins d'argent pour les associations qui font vivre la culture dans les quartiers, c'est moins d'argent pour les grosses et petites salles de quartier. Aujourd'hui, vous avez des théâtres régionaux, notamment, locaux, etc. Mais vous avez aussi des petits théâtres indépendants dans vos quartiers. Vous avez aussi des hybrides, un peu comme le Toy Toy, qui font salle de concert, restaurant, vie de quartier, etc. La culture, c'est très large. Vous avez aussi les musées, hein, comme je disais, moins 3 millions d'euros pour le Louvre cette année. Tout ça, ça a cette répercussion-là. Et aujourd'hui, je voulais vous parler aussi de la répercussion que ça a sur l'emploi.
J'aimerais commencer par le bénévolat, c'est la grande question de la culture. J'écrivais il y a quelque temps, la culture aujourd'hui repose sur le bénévolat, car on a tellement plus d'argent qu'on est obligé de travailler gratuitement. Aujourd'hui, un très grand nombre de secteurs culturels reposent sur un très grand pourcentage sur du bénévolat. Et j'aimerais du coup vous partager les chiffres de culture.gouv. Alors il faut savoir que là, la plupart de mes chiffres datent d'avant le Covid ou de 2022. Ça dépend desquels. Mais du coup, n'oubliez pas et gardez en tête que depuis le Covid, c'est un effet qui s'est vraiment accéléré et qui, je pense, est dans des chiffres encore plus largement supérieurs, on va dire, et que c'est quelque chose qui ne fait que s'accélérer en ce moment. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Là, j'ai des chiffres de 2011, par exemple, mais ça n'a rien à voir avec les chiffres d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien plus conséquents. Culture.gouv a donc sorti en 2023 une étude qui disait que en 2011, le bénévolat dans la culture représentait 2,2 millions de bénévoles sur des activités diverses du milieu culturel. Au niveau des associations culturelles, il n'y a qu'une asso sur 7 qui a un salarié ou plus dans le secteur culturel. Et de plus, tous les collectifs ne sont pas en asso, Il y a aussi plein de collectifs qui n'ont pas de statut, du coup qui ne sont que bénévoles. Ces bénévoles-là représentaient 189 000 équivalents temps plein sur cette année 2011. Donc vous imaginez bien les chiffres aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui s'est complètement normalisé dans le secteur culturel. Et d'après moi, ce n'est pas quelque chose de normal. Je vais vous citer culture.gouv du coup, cet article de culture.gouv qui parle de cette question-là. Donc je cite: comment, dans le même temps, veiller efficacement à ce que ce recours au bénévolat ne soit un palliatif au manque de moyens et au désengagement des financeurs dans un contexte économique tendu, aboutissant à se passer des compétences professionnelles existantes sur le marché du travail et à développer la précarisation, particulièrement pour les jeunes en début de carrière, poussés ainsi à accepter des expériences non payées pour espérer entrer dans le secteur. Je trouvais ça important de parler de ça parce que le bénévolat, c'est quelque chose de positif. À la base, le bénévolat, c'est une envie personnelle, un engagement qui vient de soi pour donner son temps et son énergie à une cause qui nous paraît importante et nécessaire. Or, comme dit dans cette enquête, le bénévolat, aujourd'hui, ne serait plus forcément un choix personnel, mais une certaine obligation de commencer par du bénévolat pour ensuite espérer peut-être être payé par les orgas dans lesquels nous aimerions entrer. Et là est le problème. Le bénévolat, ça devrait être un choix. Et un choix, ça se fait entre plusieurs possibilités. Or, en début de carrière, nous n'avons pas de choix conscient possible. Car l'offre, c'est soit tu travailles gratuitement, soit tu ne travailles pas du tout. Ce n'est donc pas un choix ici, mais une obligation de commencer très souvent par du bénévolat et pas simplement commencer, mais continuer très longtemps dans le bénévolat. Ça arrive très souvent que même des artistes confirmés depuis longtemps doivent continuer à faire du bénévolat très souvent pour espérer continuer à vivre de leur métier ensuite, etc., etc. C'est quelque chose qui se normalise, c'est quelque chose de répétitif, de constant, de systémique, le bénévolat aujourd'hui dans la culture. Le bénévolat devrait donc être un choix et non une contrainte pour un artiste. Aussi, le problème, c'est que le bénévolat, ça se normalise. Si vous avez des postes professionnels qui se transforment petit à petit et régulièrement et systématiquement en bénévolat, vous ne considérerez plus ces postes comme des postes professionnels. Par exemple, dans la musique, on le voit très bien, sur les festivals, il y a tellement... sur les festivals, dans les salles, il y a tellement de photographes bénévoles, d'ailleurs qui sont déclarés professionnellement ou non, ça peut être autant des amateurs que des pros, que ça a normalisé le travail gratuit dans ce secteur. Et aujourd'hui, gagner sa vie en tant que photographe de concert, c'est un parcours du combattant et c'est presque impossible. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais c'est vraiment très rare de ne vivre que du concert, car cette profession
a été normalisé sous forme de bénévolat et aujourd'hui, des artistes ont continuellement des propositions de photographie gratuite de la part des photographes, car on le sait, les photographes aujourd'hui doivent se faire une réputation pendant de nombreuses années pour espérer un jour avoir un cachet payé. On peut dire la même chose de plein de collabs artistiques notamment. On en a parlé un peu dans l'épisode d'ailleurs précédent avec Johanna. Mais les collaborations, c'est quelque chose dans tout secteur qui s'est complètement normalisé et du coup le travail gratuit aussi. On peut en parler sur les défilés où souvent soit les modèles ou les photographes, les make-up artistes ne sont pas payés, les stylistes ne sont pas payés. On peut parler même de bénévolat complètement illégal parce que quand on travaille gratuitement par exemple pour une marque, ce n'est pas légal. La marque est obligée de vous payer. Donc si vous êtes photographe, make-up artiste, styliste, modèle, sachez que une marque n'est pas censée pouvoir vous demander du travail gratuit quand c'est ensuite un produit commercialisé. Aussi, le bénévolat, c'est dans plein de sphères dont on n'imagine pas forcément au début que ça le soit. Notamment dans les salles de concert, vous avez énormément de bénévoles dans les billetteries, vous avez énormément de bénévoles même qui font tourner la machine. Vous avez aussi des bénévoles dans les théâtres. Il y a plein de théâtres de quartier qui ne reposent justement sur le fonctionnement que sur du bénévolat. Il y a aussi pour moi une énorme forme de bénévolat qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que ces chiffres, pour moi, il faut vraiment les voir à la hausse. C'est qu'il y a deux choses. Vous avez par exemple des intermittents. On va prendre un intermittent du spectacle qui va préparer une pièce de théâtre pendant des mois. À la base, normalement, les salles payent aussi les séances de répétition, par exemple, sous forme de cachets. Vous avez des cachets pour les répétitions et vous avez des cachets pour les représentations. Et de fait, vous êtes payé pour votre travail complet, ce qui est normal. Voilà. Aujourd'hui, les salles n'ont tellement plus de sous qu'elles ne payent pratiquement plus et qu'elles ne payent plus du tout systématiquement la préparation. Et du coup, elles ne vont payer que les représentations. Et donc, vous travaillez pendant des mois sur une pièce gratuitement pour ensuite n'être payé que les soirs de représentation. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Là, j'ai même des amis qui ont des compagnies théâtre qui m'ont dit que les salles n'ont tellement plus de sous qu'elles demandent à la compagnie de prendre des risques et si jamais elles ne ramènent pas assez de gens pour les séances qu'elles ont pu avoir en termes de programmation dans ces théâtres-là, si elles ne remplissent pas assez la salle, eh bien elles devront payer les places qui n'ont pas été achetées par le public. Enfin, vous vous rendez compte un peu on paye pour travailler. C'est ça aujourd'hui la culture. Et là, vous pouvez vous dire, ah oui, mais je prends les pires exemples. Non, c'est vraiment quelque chose de systématique. C'est prouvé par A plus B, par toutes les études que vous pouvez lire. Et c'est ça qui me révolte aujourd'hui, c'est que je me rends compte de l'immensité du problème et du manque de visibilité de ces problèmes. Justement, on n'en parle pas du tout assez. Et du coup, même là, quand je vous dis ça, je me dis, mais c'est quand même fou de dire ça, quoi, à l'oral, de se rendre compte de l'ampleur du problème. Mais c'est bien la vérité. Vous avez même plein de salles d'ailleurs qui vont dire « Ok, on n'a pas les sous de vous payer pour toutes les représentations. Du coup, vous allez faire 3 représentations. On va vous payer qu'un soir. » Mes potes aujourd'hui qui ont des compagnies, souvent, ils ne se payent pas du tout eux, ni leurs comédiens-comédiennes tous les soirs. Ils vont leur donner un cachet par mois, quoi. Enfin, c'est pour le travail que ça représente, que ça demande. C'est très dur pour eux d'en arriver là. Voilà, je trouve que c'est important de vous donner des chiffres autant hyper globaux et de loin que des choses très précises pour vraiment pointer les choses et se rendre compte de l'ampleur et des problématiques. Et deuxième chose, donc là c'était la première, mais la deuxième, c'est aussi voir à quel point il y a un nombre énorme d'artistes qui sont sous-payés parce qu'on a des nouveaux statuts aujourd'hui qui nous permettent de ne pas avoir de SMIC horaire tout simplement. Et du coup, on est énormément à être sous-payé pour le travail qu'on fait. Et du coup, c'est pas considéré comme du bénévolat, mais pour moi, c'est la même chose parce que des fois, on se retrouve à travailler sans gagner vraiment d'argent. Mais ça, on vous en reparlera après quand on va parler d'auto-entreprise.
C'est ce qu'on va voir aussi, mais l'intermittence aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est simple à avoir, tout simplement parce qu'on donne de moins en moins de cachets. Beaucoup d'intermittents maintenant sont également en auto-entreprise à côté ou totalement, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir assez de cachets pour faire leur intermittence. Alors comment ça marche l'intermittence ? Pour vous vulgariser un petit peu ce que c'est qu'un intermittent, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais les intermittents, c'est souvent des gens qui travaillent dans le spectacle ou l'audiovisuel, mais surtout le spectacle. Ça va être surtout les interprètes, les décos, les gens des costumes, des décors, les gens du maquillage, les gens qui font tourner les salles. Ça peut être aussi sur des films, par exemple, des grosses prods. Bah, ça va être, oui, c'est ça, encore une fois, tous les cadreurs, techniciennes, actrices, make-up artistes, enfin tous les gens qui font tourner du coup ces films-là, les réals, etc. etc. C'est ça qui va représenter comme la majorité des intermittents et intermittentes. En gros, pour avoir le statut, il faut avoir travaillé en cachet, un minimum de 507 heures dans les secteurs des métiers du spectacle, les 12 mois précédant la date de votre fin de contrat retenue pour l'examen de vos droits. Donc en gros, vous avez 1 an pour faire 507 heures de travail, ce qui peut paraître très facile à avoir, dit comme ça, mais il faut savoir que souvent vous travaillez beaucoup plus, comme je vous l'ai dit juste avant, et vous avez très peu d'heures qui sont vraiment déclarées sous forme de cachet. Mais du coup, au moment où vous avez atteint ces 507 heures qui sont déclarées à France Travail, donc à Pôle emploi, vous bénéficiez du statut d'intermittent qui vous permet d'avoir un revenu régulier tous les mois, que vous travaillez ou non, sur une année, jusqu'à ce que vous renouveliez ou non votre intermittence. Et du coup, vous avez le droit au chômage, vous avez le droit à l'arrêt maladie, etc., etc. C'est un statut assez spécial en fait et qui permet de protéger les gens du spectacle, tout simplement parce que on ne peut pas faire forcément de CDI tout le temps ou de CDD, etc. Tout simplement parce que vous travaillez pour plein d'employeurs, vous travaillez pour plein de personnes différentes et que du coup, c'est pas possible de vous faire des CDI, etc. Mais ça vous permet d'avoir une protection, ma foi, quand même pas mal. Ça, c'est pour les intermittents. Pour vous donner une idée, en 2022, d'après Artsena, il y avait 304 000 intermittents dans le milieu culturel, ce qui était quand même 6,5% au-dessus de l'année d'avant. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais d'ailleurs, 61% des intermittents étaient des hommes, toujours par Atsena en 2022. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'au-delà des problèmes de lutte des classes, on va dire qu'il y a au sein même de la culture, qui est quand même un milieu qui repose énormément sur le réseau, et ça, tout le monde vous le dira. Et du coup, sur de la reproduction sociale, tout simplement, quand vous voyez les grosses prods en ciné, en théâtre, etc., c'est souvent des gens qui viennent de classe moyenne et de classe supérieure, ou alors qui ont eu du réseau dès le début, qui a fait qu'ils pouvaient du coup accéder à ces institutions-là, et du coup aux postes les mieux rémunérés, etc. Mais il y a aussi une grosse vision intersectionnelle qu'il faut avoir sur ça, c'est que au sein même de ces problématiques de lutte des classes, il y a aussi des problématiques de sexisme, de racisme, d'LGBTQIA+ phobie, des problématiques de validisme aussi, etc. etc. Et du coup, on le voit bien avec le fait que 61% par exemple des intermittents sont des hommes, et ça va montrer aussi que du coup, on donne plus de cachets aux hommes, on va plus embaucher les hommes, et ça, bon, pareil, je vais vous mettre toutes les études en barre d'infos, mais vous pouvez ensuite lire un petit peu les problématiques par secteur. C'est assez dingue, notamment dans le secteur des techniciennes. Les chiffres sont, vraiment, c'est du entre 80 et 96% d'hommes dans ces métiers-là. C'est assez dingue de voir ça. Vous avez aussi dans la culture le statut d'artiste-auteur. Alors au niveau des statuts, les intermittents représentent une bonne part des personnes qui travaillent dans la culture, mais vous avez aussi notamment les artistes-auteurs. En 2016, il y avait 41 900 artistes-auteurs affiliés, du coup déclarés, d'après l'INSEE.
Alors, les artistes-auteurs, qui sont-ils et qui sont-elles ? Ce sont des personnes qui peuvent être de tout, pour le coup, de tout bord dans la culture. Ça peut être autant des photographes, ça peut être des vidéastes, ça peut être des interprètes, ça peut être des personnes qui tiennent des galeries, ça peut être plein de gens qui vont tout simplement se déclarer comme activité non salariée, car un intermittent, c'est considéré comme une activité salariée à multiples employeurs. Or, les artistes-auteurs sont considérés comme des non-salariés, mais protégés par ce statut. Les artistes-auteurs vont être payés sous forme de facturation, tout comme un auto-entrepreneur ou une auto-entrepreneuse. Les artistes-auteurs ne vont pas pouvoir travailler exactement avec les mêmes institutions que les auto-entrepreneureuses. Les artistes-auteurs sont payés soit sous forme de droits d'auteur, soit, si c'est sur facture, sous forme du coup de prestations artistiques. Et il y a un seuil à atteindre qui est aux environs des 9 000 € par an, si je dis pas de bêtises, pour les artistes-auteurs, pour qu'ils puissent bénéficier donc de l'assurance maladie, chômage, cotisation retraite, etc., etc. En revanche, s'ils n'atteignent pas ce palier, ils n'auront pas le droit à ces prestations sociales. Si on parle d'activités non salariées, donc vous avez les artistes-auteurs et vous avez aussi tout ce qui est micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, etc., etc. On va dire que sur l'échelle des droits, c'est eux qui sont le plus bas, tout simplement parce que les auto-entrepreneureuses, on va dire en général, les auto-entrepreneureuses de la culture, nous n'avons pas, je me mets dedans, nous n'avons pas du coup le droit au chômage, nous n'avons pas d'arrêt maladie, nous avons le droit aux arrêts congé maternité, mais les arrêts maladie, etc., c'est que si on paye une mutuelle en plus. Nous n'avons pas, par exemple, comme les artistes-auteurs d'ailleurs, nous n'avons pas de SMIC horaire, nous n'avons pas, contrairement aux intermittents, où les cachets, il y a quand même un minimum prévu par la loi par cachet. Nous n'avons pas le droit à ça. Je vais vous lire là une enquête de l'INSEE qui est parue en 2016 sur les revenus moyens des personnes qui travaillent en activité non salariée. En moyenne, un non-salarié en 2016, donc dans une activité culturelle, gagnait 1 400 € par mois. Et j'avoue que là, après avoir lu l'étude, je n'ai pas trouvé si c'est avant ou après taxes. Après, si c'est quand même le revenu après avoir enlevé les taxes, donc on peut se dire, 1 400 €, c'est pas mal quand même, tu gagnes ta vie avec 1 400 €, c'est un SMIC quoi. Il faut savoir que ça, c'est une moyenne et que les moyennes et les médianes, ce n'est pas pareil. Les moyennes, on va lisser les revenus les plus hauts, plus bas, ceux du milieu, etc. Et ça va donner notre moyenne, mais si on enlève les revenus les plus hauts, souvent, ça fait baisser la moyenne. Et justement, là, c'est les chiffres qui nous intéressent aussi, c'est que la moitié des personnes qui travaillent dans le secteur culturel en non salarié gagnent moins de 620 €. Un quart des personnes qui travaillent dans le milieu culturel en étant non salariés, un quart, gagnent 160 € par mois. Et un quart des personnes qui travaillent dans la culture gagnent plus de 1 670 €, soit 10 fois plus. C'est pour vous montrer à quel point on a des écarts en fait de revenus entre les classes les plus hautes, on va dire, des revenus du milieu culturel et les moins hautes. Vous vous rendez compte, la moitié des non-salariés gagnent 620 € par mois, quoi. Moins de 620 € par mois. Enfin, c'est... Voilà. Pour ce qui est des artistes-auteurs, le revenu moyen des artistes-auteurs sur l'année en 2018 était de 29 800 €. Le revenu médian des artistes-auteurs en 2018 était à 15 800 €. Donc rien à voir. Note de lecture, en 2018, 50% des artistes-auteurs affiliés les moins rémunérés concentrent seulement 14% des revenus des artistes-auteurs. A l'inverse, 10% des artistes-auteurs les mieux rémunérés concentraient 48% de l'ensemble des revenus. Donc voilà, il ne faut pas oublier que vous avez des artistes-auteurs qui tournent énormément, qui vendent par exemple énormément de livres. Oui, j'ai oublié de vous le dire, mais ça concerne aussi beaucoup les auteurs, les artistes-auteurs à la base. Et du coup, si vous avez des grandes stars qui vendent énormément de scénars, de livres, etc., ils vont concentrer
énormément les revenus autour d'eux. Donc c'est pour ça que le revenu moyen, 29 800 €, on ne peut pas se concentrer là-dessus. La vérité, c'est que 53% des artistes-auteurs en 2020 gagnaient moins que le SMIC et 36% étaient sous le seuil de pauvreté, je vous le rappelle, qui est fixé aujourd'hui à 1158 €. Or, pour vous donner une idée, les plus gros éditeurs continuent à générer énormément d'argent. Par exemple, Hachette, en 2017, a généré plus de 2,2 milliards d'euros. Dont 778 millions en France. Donc il faut se rappeler dans quelle poche vont les sous de la création culturelle aujourd'hui dans un état capitaliste. Et dans la note de lecture du ministère de la Culture, je voulais revenir là-dessus aussi, il y avait aussi cette note-là qui disait « L'inégalité entre les femmes et les hommes en matière de revenus est très forte au sein des artistes-auteurs. En moyenne, un artiste-auteur touche 35 000 € de revenus artistiques et une femme touche 22 000 € en 2018, donc un revenu 1,6 fois plus élevé pour les hommes. Donc voilà, on n'oublie pas l'aspect intersectionnel à chaque fois dans la lecture de nos luttes, car c'est quelque chose de criant et très important. C'est dur de trouver, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout trouvé les chiffres pour les auto-entrepreneurs et entrepreneuses sans les artistes-auteurs. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ça, parce que tout simplement c'est quelque chose qui est pas du tout aujourd'hui connu en fait. Le fait qu'il y a de plus en plus d'artistes-auteurs, qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs dans la culture. Pourquoi il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs dans la culture ? C'est comme je vous l'ai dit qu'il y a moins de subventions, du coup on peut moins bien payer les gens, et les gens du coup se mettent en auto-entreprise de plus en plus parce qu'ils sont obligés de le faire. Comme je vous l'ai dit, être artiste-auteur, c'est pas forcément représentatif de tout le monde, car moi par exemple, si je veux travailler pour faire des photos pour une entreprise, parce que là en ce moment le milieu culturel je gagne pas assez ma vie avec, et du coup à côté je suis obligée de faire aussi des photos d'entreprise, etc. Et du coup je suis obligée de me mettre en auto-entreprise, parce que le statut d'artiste-auteur ne recouvre pas le fait de faire des photos pour Jean-Michel, voilà. Et du coup, énormément d'artistes cumulent aussi les deux statuts, donc les statuts artiste-auteur et auto-entreprise. Vous pouvez aussi cumuler les statuts intermittent et auto-entreprise, c'est totalement possible, tout simplement parce que pareil, pour avoir un cachet d'intermittent, votre employeur doit avoir, je sais plus comment ça s'appelle, mais une agrégation, on va dire, un tampon qui dit qu'il peut vous faire un cachet. Mais comme du coup il y a plein de personnes qui peuvent pas faire de cachet, du coup elles payent les artistes en facture, et du coup il y a plein d'intermittents qui se retrouvent à être aussi auto-entrepreneurs. Et qui cumulent les deux statuts. Et dans ces cas-là, vous avez juste à faire passer le maximum de cachets possible et le reste, vous le faites en facture. Donc ça, c'est la réalité de beaucoup aussi d'artistes, d'avoir un double statut. Pour vous donner encore des chiffres, par exemple du ministère de la Culture en 2020, il disait, fin 2016, 175 500 non-salariés œuvrent dans les activités culturelles et les indépendants à titre principal représentent un tiers des emplois. C'est 2,5 fois plus que dans l'ensemble des secteurs d'activité. En près de 10 ans, de 2007 à 2016, les effectifs non-salariés des secteurs culturels ont quasiment doublé. Et si vous voulez savoir pour les micro-entrepreneurs, sur l'ensemble des non-salariés, en 2016, il y avait 55% de micro-entrepreneurs. Parmi les femmes non salariées, 63% étaient micro-entrepreneurs. Parmi les moins de 40 ans des non salariés, 77% étaient des micro-entrepreneurs. 18% des personnes qui travaillent dans la culture en général étaient en micro-entreprise. Ces chiffres-là nous montrent aussi que du coup, il y a plus de micro-entrepreneurs chez les femmes et plus de micro-entrepreneurs chez les jeunes. C'était la petite note aussi que je voulais vous glisser à la fin de mon paragraphe sur le bénévolat. C'est que s'il y a autant de personnes en micro-entreprise qui n'ont pas du coup de minimum de salaire, il n'y a pas de SMIC, ça n'existe pas dans la loi, eh bien c'est aussi un nombre de gens qui seront potentiellement amenés beaucoup plus à être sous-payés. Comme nous n'avons pas de cachet minimum pour une soirée en photo par exemple, eh bien les salles peuvent décider,
si elles le veulent, de nous donner 50 €, 30 €, 100 € pour toute une soirée de travail, en sachant que la moyenne des photographes, par exemple, par heure, c'est 150 € pour une heure de prise de vue, avec les retouches comprises. C'est les prix qu'on vous donne et qu'on vous conseille pour gagner vraiment le minimum possible. Enfin, on dirait que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Et du coup, je pense que c'est là où il faut voir les chiffres du bénévolat aussi à la hausse. C'est que pour moi, quand on gagne 30 € pour toute une soirée de photos, du coup, on n'est pas considéré comme bénévole, alors qu'on devrait l'être. 30 € pour toute une soirée de photos, c'est du 3 € de l'heure, quoi. Et c'est pas normal. Enfin, juste, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est ok, c'est normal de payer un artiste en France. C'est possible, c'est légal. 3 € de l'heure. Ce que je dis souvent, c'est qu'on s'est soulevé, notamment par exemple pour les Uber il y a quelques années, ce qui est totalement normal et ce qui était vraiment légitime et important, et il faut que ça continue parce que ça s'est pas grandement amélioré, parce qu'on était choqués de dire putain, les Uber ils gagnent 3 € de l'heure. Et ben j'ai envie de vous dire, les artistes aussi. Et c'est légal et c'est ok en France. Et ça ne choque personne. Et c'est ça qui me choque moi, c'est que j'ai l'impression que ça s'est tellement normalisé que ça ne choque plus personne. Du côté des artistes, j'ai l'impression qu'on s'est résigné énormément. On sait que ça marche comme ça. C'est soit on passe des années à trimer bénévolement pour espérer avoir un poste quelque part, soit on est sous-payé à vie et c'est ok et c'est pas grave. En fait, je pense que aussi on est tellement épuisé qu'on n'arrive plus à se soulever, qu'on n'arrive plus à se battre ensuite pour nos droits et qu'on n'en connaît même pas les possibilités en fait, on ne sait pas comment faire. La particularité aussi du milieu artistique, c'est qu'on est souvent amené à travailler à plusieurs endroits, dans plusieurs orgas, et du coup à croiser beaucoup, et pas à créer forcément des liens hyper forts avec les gens avec qui on travaille. Ça arrive beaucoup qu'on croise sur des tournages, sur des trucs, mais du coup créer une activité syndicale, créer une activité de résistance quand tu ne fais que croiser des gens, c'est très compliqué, et c'est ça qu'on va voir ensuite. Je sais pas si je suis assez claire et que j'espère vraiment que vous comprenez l'ampleur des problématiques, mais si je vous vulgarise tout ça, on perd des subventions chaque année dans la culture depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les salles ne peuvent plus tourner. Il y a plein de salles qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent nous on va devoir fermer. Il y a énormément d'établissements qui ferment, il y a énormément de salles qui voient leur activité à la baisse. On a de moins en moins d'emplois et du coup, entre nous, on peut nous-mêmes de moins en moins nous employer. C'est pareil dans les secteurs culturels pour les budgets de la culture, audiovisuelle par exemple, etc. Aussi en France, on bénéficie de 3 statuts principaux, si vraiment je vulgarise à fond, mais on a 3 statuts, c'est soit l'intermittence, soit le statut d'artiste-auteur, soit les auto-entrepreneurs, qui représentent une part que l'on sous-estime toujours et qui est de plus en plus grande, notamment dans les milieux, dans les métiers de l'audiovisuel et de la photo du coup, vidéo, etc. Vraiment, la part des auto-entrepreneurs est énorme et la part des intermittents n'existe que de moins en moins, sauf dans le cinéma spécifiquement. Il y a aussi des CDD, des contrats courts, etc. Mais ça n'est pas possible pour plein de formes de métiers artistiques. Et du coup, voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Nos revenus baissent d'année en année, nos droits également reculent avec les nouveaux statuts qui nous précarisent d'autant plus. Et la bataille doit se faire et se fera et se fait déjà sur toutes ces problématiques-là spécifiquement et ensemble. Et n'oublions jamais, comme je vous l'ai dit, la caractéristique intersectionnelle de nos métiers, qui est que, là je vous ai donné la part pour les femmes aussi de manque de rémunération, mais vraiment les personnes racisées représentent des chiffres ridicules dans les programmations des festivals, par exemple chez les artistes. On en parle dans le prochain podcast, ça on en reparlera avec les volumineuses. Mais les femmes qui sont programmées, les personnes racisées qui sont programmées ne représentent que des pourcentages vraiment ridicules. Les femmes techos, c'est des pourcentages vraiment ridicules. Les personnes racisées dans le milieu du cinéma, par exemple, ce sont des pourcentages ridicules et ça me tue de le dire parce que ça devrait tellement pas être le cas. Enfin, là, j'ai l'impression de dire des choses vraiment de base, mais
N'oublions jamais au sein même de nos orgas, la dimension intersectionnelle, et je veux vraiment le rappeler parce que c'est là où tout se joue. Il faut se battre sur tous les tableaux en même temps. C'est comme ça qu'un système se change. C'est pas en se battant sur un seul tableau, c'est pas en ayant uniquement une vision de lutte des classes, c'est en ayant une lecture de lutte des classes, mais aussi une lecture féministe, une lecture antiraciste, une lecture LGBT de la société et non validiste, etc., etc., qu'on change les choses en fait. Pour la fin de ce constat sur l'état culturel aujourd'hui, alors encore une fois c'est vraiment une liste non exhaustive parce qu'il y a énormément à dire aussi dans les secteurs du cinéma, etc., etc. Mais là je voulais vous parler des plus grosses problématiques que je vois et qui sont assez impactantes à dire. Aujourd'hui par exemple, un des gros points qui a été débattu notamment dans les collectifs d'action culturelle et les syndicats, ce sont les problématiques autour des écoles d'art et de design. Le 19 mars de cette année, Rachida Dati, donc ministre de la Culture, a dit « S'il faut fermer certaines écoles, car aujourd'hui elles n'ont plus les moyens d'offrir un cadre de qualité, peut-être que cela doit être le cas. » Fin de citation. C'est une déclaration qui a fait un tollé dans le secteur culturel, car il y a déjà un tiers des écoles d'art qui sont déjà en grande difficulté financière et menacées de fermeture. Pour vous résumer la situation, ça fait des années que les écoles d'art et de design, notamment par exemple les Beaux-Arts, avaient appelé les ministères et tiré, pareil, la sonnette d'alarme pour dire on n'a plus les sous de continuer comme ça, on n'a plus les sous d'acheter le matériel nécessaire à la création artistique pour nos étudiants et nos étudiantes. L'Interorga, en 2024, avait continué de demander des entretiens avec la ministre de la Culture, et la ministre de la Culture avait accepté le 18 mars de les recevoir. Elle les a reçus. L'Interorga, d'après l'étudiant, avait du coup été reçu la veille pour parler de tout ça. Rachida Dati n'avait en aucun cas annoncé les fermetures. Et le lendemain, dans les journaux, ils ont pu lire ce que je vous ai cité juste dessus. C'est que clairement, du coup, la ministre de la Culture a annoncé, au lieu d'essayer d'améliorer la situation et de donner plus d'argent aux écoles d'art, de les fermer, d'en fermer un certain nombre, en ne disant pas lesquels, etc. Et du coup, en réponse, les écoles d'art ont créé une grosse mobilisation qui est toujours d'actualité, du coup, parce que c'est tout frais, tout ça. Et ça s'appelle le Printemps des écoles d'art. Vous pouvez les rejoindre facilement sur Internet. Et c'est pour montrer à quel point la culture est menacée professionnellement dans ces institutions et dans ces métiers, et aussi dans son apprentissage à l'école, depuis son apprentissage à l'école. Mais alors, comment faire entendre ces problématiques, comment faire entendre ces revendications quand la culture aujourd'hui n'est pas un débat dans le débat public? Ce que j'aime dire, c'est n'oubliez pas que la culture aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on consomme tous les jours. La culture n'a jamais été aussi consommée qu'aujourd'hui. On passe notre temps à écouter de la musique, à aller en festival, on passe notre temps à aller au théâtre, à regarder des illustrations, des photos sur les réseaux, à regarder de la vidéo, à consommer de la culture encore et encore sous quelque forme qu'elle soit. On peut commencer déjà par là à conscientiser les gens qui nous regardent. Moi, je pense que si tout le public qui va en festival savait à quel point les festivals, pareil, reposaient sur du bénévolat, reposaient sur du travail sous-payé de la part d'énormément de gens, ils se rendraient compte aussi des problématiques plus larges qui touchent toute la culture et les manques de sous qu'on a et qui pourraient du coup être des alliés et des soutiens si on leur rappelle et si on leur dit que notre culture est en danger, que les festivals sont en danger, que chaque année, il y a plein de festivals qui mettent la clé sous la porte et qui ne peuvent plus recommencer pour d'autres éditions. Pour moi, la conscientisation, elle commence déjà dans nos lieux, déjà dans nos créations, si on le peut, parce que parfois la parole, l'ouverture de la parole, c'est quelque chose qui est accessible qu'aux personnes les plus privilégiées, et ça, il faut pas l'oublier. Mais si on le peut, si c'est possible pour nous, en parler dans nos lieux, en parler même dans nos concerts, dans nos événements, en parler lorsque l'on vend des tirages, des livres, à quel point c'est précieux tout ça, à quel point c'est précieux en parler sur nos réseaux.
Aujourd'hui, on parle beaucoup sur les réseaux et c'est quelque chose qui est aussi super et c'est autant l'espace IRL que virtuel. Il faut être partout et il faut parler de ces problématiques partout. Tout comme les autres luttes, on le fait déjà sur d'autres luttes, on peut le faire sur la lutte des métiers culturels aussi. Donc informer, être dans la pédagogie aussi avec les gens, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. À titre personnel aussi, on peut le faire en se conscientisant sur la façon dont on produit la culture. Autant dans nos représentations, dans ce que l'on montre, dans nos créations culturelles, que dans nos façons de faire en fait, et dans nos façons de les produire. En se questionnant du coup sur où est-ce qu'on va chercher nos matières premières, à qui on va donner de la visibilité, à qui on va donner des salaires. Si vous êtes dans le recrutement aussi, réfléchir à avec qui on travaille. Est-ce que dans mes institutions, j'ai recruté autant de femmes que d'hommes, autant de personnes non-binaires, qui sont issues de minorités de genre? Est-ce que dans mes équipes, j'ai que des personnes blanches ou est-ce que j'ai des personnes racisées? Est-ce que dans mes équipes, j'ai réfléchi à comment je peux aménager mes postes pour le travail de personnes qui sont en situation de handicap? C'est tout ça qu'il faut réfléchir. Aussi, par exemple, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'engager des personnes qui n'ont pas la nationalité? Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la nationalité et pour qui le marché du travail c'est beaucoup plus dur parce que souvent ça demande des procédures en plus pour l'employeur, etc. Du coup, il y a plein de gens qu'on ne va juste pas employer. Et est-ce que voilà, ça m'est déjà arrivé d'être confrontée à ce public-là et est-ce que j'ai réussi à l'accompagner? Est-ce que j'en ai employé? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Que ce soit quand on est du coup patron d'une compagnie, j'en sais rien, mais aussi quand on travaille individuellement à titre perso, quand on fait même des collabs avec des gens avec qui je vais faire des collabs. Et quand on a besoin aussi en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple moi, pour le podcast, j'avais besoin d'un micro, à qui est-ce que je vais demander ça? Voilà, où est-ce qu'on met notre argent? C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça, c'est la première chose, c'est ce dont je parle toujours. La culture, comme on l'a dit, ça marche sur du réseau et uniquement sur du réseau aujourd'hui. Dans la culture, il y a une reproduction sociale qui est immense et du coup, la plus grosse force qu'on peut avoir, par exemple, c'est quand on est conscientisé à ça, créer un contre-réseau. Un contre-réseau, du coup, s'engager entre nous, entre personnes issues de minorités, entre personnes militantes aussi. Ça veut pas dire engager que ces personnes-là, mais c'est une manière de contrer les discriminations aussi et de s'empouvoirer ensemble. C'est où est-ce que je vais consommer la culture, même en tant que consommateur. Du coup, ça c'est accessible à tout le monde et pas seulement à des gens qui sont issus de ces métiers-là. Mais du coup, si je vais écouter de la musique, si je vais regarder des films, si je vais lire des livres, si je vais acheter de la culture à des gens, est-ce que c'est toujours auprès de mecs blancs, cis, hétéros, ou est-ce que c'est auprès aussi d'autres personnes? Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donnons-nous de la force entre nous, offrons-nous du travail entre nous. C'est aussi comme ça qu'on contre un système et qu'on peut le faire réfléchir. Aussi, il ne faut pas oublier que là, nous sommes dans des cercles très vicieux en ce moment, notamment politiquement avec les médias, etc. etc. Mais les cercles vertueux, c'est aussi rapide à créer et c'est aussi impactant à créer que des cercles vicieux. Par exemple, quand j'appelle cercle vertueux, c'est que plus on aura des femmes dans des postes de pouvoir aussi dans la culture, plus on aura des personnes issues de minorités de genre, des personnes trans, des personnes qui ne sont pas hétéros dans des hauts postes dans la culture, plus on aura des personnes racisées, plus on aura des personnes en situation de handicap dans ces postes à responsabilité, et plus, dans ce cercle vertueux, on aura aussi des représentations qui seront beaucoup plus diverses. Du coup, plus nous aurons des emplois qui seront accessibles à ces catégories de population-là, plus on aura des représentations qui sont vertueuses, plus ça va inspirer aussi des jeunes à se dire moi aussi je peux, même si je suis pas un mec blanc cis hétéro riche qui vient de Paris, je peux. Et plus on sera aussi conscient au sein même de nos orgas, au sein même de nos entreprises, au sein même de nos collectifs, etc., de toutes ces problématiques-là, et on sera plus à même à y répondre.
Et aussi, ça aura un super impact sur la proposition culturelle, l'offre en termes d'histoire, etc. On sera sur quelque chose qui représentera bien mieux la société aujourd'hui, je pense. Donc ça, c'est toutes les actions qu'on peut faire à titre personnel, mais je vous invite aussi et également fortement à vous rejoindre des groupes, parce que le groupe, c'est impactant. Le groupe, c'est toujours quelque chose qui va faire hausser votre voix x10. Vous pouvez le faire, par exemple, au sein de collectifs et d'associations. Je vous ai parlé tout à l'heure des Volumineuses, par exemple. C'est une asso qui vise à mettre en avant les artistes sexisés, donc femmes et minorités de genre, sur le devant de la scène dans la musique. Vous avez aussi les Canutes. Les Canutes, c'est un collectif lyonnais, pour le coup, de techniciennes qui travaillent du coup dans le milieu culturel pour mettre en avant les femmes et minorités de genre chez les métiers de technique dans la culture. Vous avez aussi des collectifs comme par exemple Culture pour tous qui vise à rendre la culture accessible à tous. Vous avez des collectifs d'artivistes comme Le Bruit qui court par exemple qui va faire des actions de manifestations et militantes agrémentées par des performances artistiques. Du coup, on utilise l'art comme moyen de militantisme, de militer. Vous avez par exemple le collectif Brume qui vise à regrouper les problématiques autour de la photographie de reportage, photojournalisme, des photographes de manif par exemple, et qui vise à visibiliser des nouvelles façons aussi de prendre en photo les manifs et les conditions de travail aussi de ces photographes-là. Vous avez aussi par exemple le collectif L'Abuse, qui est un collectif national qui visibilise les luttes autour des conditions de travail dans la culture. L'Abuse, ça parle autant d'intermittence, d'artistes-auteurs, de contrats courts et d'auto-entreprises. Ça parle vraiment de tout, pour le coup c'est hyper complet et je vous invite vraiment à aller les suivre. Vous avez le collectif Les Copaines aussi qui vise à créer des ponts de solidarité, justement de rencontres, de solidarité, d'auto-formation et de lutte pour les métiers dans la culture. Bon, c'est bien sûr et clairement une liste non exhaustive, il y en a énormément, je vous parle un peu toujours des mêmes d'ailleurs. Mais je vous invite et je vous réinviterai en fin de podcast à vous aussi lister tous les collectifs, les lieux que vous suivez, les syndicats de la culture, etc. C'est vraiment important, mettez toutes les listes en commentaire des gens que vous suivez, il faut qu'on se fasse notre contre-réseau dès maintenant. Vous avez aussi du coup des lieux, alors moi je vais parler pour les Lyonnais, je suis désolée, maintenant je ne vis que par Lyon. Vous avez des lieux comme le Boomerang, qui est un bar associatif qui propose des expos, des concerts, des tables rondes, des soirées de discussion, etc. autour de nos métiers. Vous avez le Café Rosa, qui est un bar associatif féministe et queer, qui vise, pareil, à créer des événements autour de la culture féministe et queer et de la visibilisation de ces problématiques-là, que ce soit dans nos métiers ou la société en général. Le Café Rosa fait un gros travail aussi, voilà, pareil, de table ronde, de discussion, de groupes de discussion, de pédagogie autour de ces problématiques. Vous avez le Grand Zéro, qui est un lieu beaucoup plus anarchiste dans sa façon de fonctionner et de créer la culture, qui vise du coup à rendre la culture et l'offre culturelle vraiment beaucoup plus accessible. Vous payez toutes vos soirées pratiquement prix libre et vous pouvez voir des concerts incroyables. Ça c'est à Vaux-en-Velin je crois. Pour moi la limite entre Villeurbanne et Vaux-en-Velin est floue, mais en tout cas c'est à Vaux-la-Soie. Je vous conseille 1000 fois, l'endroit est incroyable, les gens sont choux de ouf. Et pour le coup, c'est vraiment une scène émergente, diverse et vraiment passionnante que je vous conseille fortement. Vous avez aussi la Rayonne, vous avez le Toy Toy, pour le coup j'ai fait un podcast avec eux donc vous pouvez le retrouver facilement. Enfin voilà, il y a plein de lieux qui sont là pour créer la culture autrement, pour réfléchir à une culture consciente aussi. Et vous avez aussi, attention, ça c'est un gros débat, les syndicats. Les syndicats, ça existe dans la culture, et oui, même si nous sommes très très peu à être syndiqués, et ça c'est un appel aux artistes et aux syndicats que je vous fais aujourd'hui, c'est réfléchissez vraiment, vraiment à vous syndiquer, on en a besoin vraiment plus que jamais.
Mais je sais que c'est pas facile et c'est pour ça aussi que je voulais parler des syndicats aujourd'hui et aussi faire un peu la critique des syndicats aujourd'hui. Je suis désolée les syndicats de la culture, mais il le faut. Alors, dans la culture, vous avez plusieurs types de syndicats, mais les syndicats les plus connus dans la culture aujourd'hui, c'est les syndicats du coup majoritaires en France qui ont des branches dans la culture. Vous avez par exemple la CGT Spectacle. La CGT Spectacle, qu'est-ce que c'est ? C'est le syndicat de la CGT qui est spécialisé sur la culture. La CGT Spectacle parle autant de spectacles vivants que d'audiovisuel, que de propositions de l'art en général. Donc pour se syndiquer à la CGT Spectacle, il faut simplement travailler dans la culture. Vous pouvez autant être interprète, vous pouvez autant être réal, vous pouvez autant être techos, vous pouvez autant être photographe, vous pouvez autant être auteur que sous n'importe quel métier, que vous pourrez être représenté par la CGT Spectacle. Donc la CGT Spectacle, c'est une partie de la CGT, et la CGT Spectacle abrite elle-même plusieurs branches au sein même de son organisation. Vous avez par exemple le SNAP CGT, c'est la CGT des artistes auteurs. Donc c'est un syndicat qui est créé dans le but de visibiliser les luttes autour des artistes auteurs. D'ailleurs, il y a eu des grosses luttes cette année autour du statut d'artiste auteur pour viser à rapprocher ce statut-là d'un statut qui aurait un peu le même fonctionnement que l'intermittence. Et il s'est malheureusement passé à l'Assemblée au mauvais moment parce que c'était pas loin de la dissolution ou je sais plus quelle autre problématique. Et du coup, c'est passé à la trappe le débat après des années de lutte pour les militants. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc dur, c'est vraiment dur là, en ce moment. Mais voilà, ou que quel que soit du coup votre métier, vous pouvez vous rapprocher de la CGT Spectacle qui vous redirigera vers du coup le sous-syndicat qui est le plus proche de votre secteur et de votre métier et de votre statut. Vous avez également le syndicat Sud, donc que vous connaissez, c'est le syndicat solidaire, donc Sud parce que solidaire, unitaire et démocratique. Donc le syndicat Sud Culture, c'est la branche de Solidaire qui est spécialisée sur la culture. Alors eux pour le coup je sais pas exactement, je sais moins leur forme d'organisation, mais je pense que ça se passe un peu comme à la CGT Spectacle, mais à voir avec eux. En tout cas vous pouvez facilement trouver leurs contacts et les contacter via leur site / leur réseau, etc. Mais je vous mets tout en barre d'infos dans tous les cas. Vous avez aussi la CNT Culture, la Confédération nationale du travail que vous connaissez tous, je pense, avec le petit chat hérissé qui est assez connu d'ailleurs. Du coup, ils ont aussi une branche spéciale culture, spectacle, etc. Et vous avez aussi d'autres types de syndicats comme le Syndéac par exemple, le Syndéac étant le syndicat des établissements culturels. Donc vous avez plein de façons de vous syndiquer dans la culture. C'est vrai qu'on est très loin en tant qu'artiste des syndicats, comme je vous l'ai dit, parce que aussi c'est des endroits où on croise moins des syndicats tout simplement. Si vous travaillez dans une grande usine, vous avez déjà été confronté plein de fois sûrement à des syndicats, à des personnes représentantes des syndicats. Quand vous travaillez dans des salles de concert à 3h du matin, que vous travaillez sur un tournage de film au fin fond de la Gironde, ou que vous travaillez pour une expo éphémère dans un endroit loufoque, vous n'avez sûrement peut-être jamais croisé de syndicats dans la culture. Et moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que pourtant, j'ai l'impression qu'on n'est pas tant dépolitisé que ça dans la culture, on est moins politisé quand même que ce que j'aurais pensé en y entrant, mais en même temps avec beaucoup de gens aussi avec de belles valeurs, mais qui sont pas toujours forcément proches des syndicats. Moi par exemple, je suis militante depuis 10 ans, c'est quand même la politique un truc que je connais bien. Et on a fait quand même pas mal d'actions. Par exemple, j'ai assisté à beaucoup de tables rondes de la culture à Lyon. Du coup, des tables rondes où on discutait de problématiques autour de nos métiers. Donc on discutait de conditions de travail,
on discutait de féminisme, d'antiracisme, etc. dans la culture, mais le mot syndicat n'est jamais sorti, quoi. Et pourtant, j'en ai fait des tables rondes, j'en ai fait des conférences, et les mots syndicats n'existaient pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent ça, mais il y a aussi, à mon avis, une réticence aussi des artistes envers les syndicats que je peux comprendre totalement. C'est que aujourd'hui, la lutte autour de la culture, elle se fait sous forme aussi de collectifs et moins de syndicats. Or, je pense qu'on gagnerait vraiment à préserver ces collectifs, les mettre en avant et continuer la lutte sous forme de collectifs, mais aussi, et c'est pas du tout antinomique, à rejoindre des syndicats qui nous donneraient la force syndicale, qui nous donneraient le poids syndical aussi. On n'a pas du tout les mêmes droits quand on est syndicat et le même impact et le même accès aussi aux médias et aux institutions quand on est vraiment sous forme de syndicat. Je pense qu'on gagnerait du coup à se syndiquer beaucoup plus, à rejoindre des grosses formations et garder aussi nos collectifs. Je pense que par contre, dans l'autre sens, les syndicats ne devraient pas appeler à juste se faire syndiquer sous eux, mais à garder les collectifs. Pour moi, les collectifs, c'est vraiment ce que j'appelle, vous savez, un peu les lobbies anarchiques du syndicalisme. Le but pour moi, c'est pas qu'on se regroupe sous 3 syndicats et que maintenant on ne soit plus que 3 entités à devoir réfléchir qu'entre nous. Pour moi, le but, c'est qu'il y ait des syndicats et qu'il y ait aussi les collectifs qui, eux, sont vraiment proches, comme les syndicats, hein, mais qui sont aussi proches d'autres populations, qui sont proches aussi d'autres formes de réflexion, etc. Et que les deux se nourrissent entre eux, en fait. Pour moi, c'est ça le but. Et il nous faut nous regrouper globalement et rejoindre des luttes d'intérêt général et beaucoup plus grosses, et en même temps, dans nos spécificités, dans nos métiers et dans la spécificité de chacun des collectifs qui vont aussi œuvrer plus spécifiquement sur certaines questions plus que d'autres, etc. Garder cette émulation, cette réflexion et ces avancées-là. Et du coup, les deux ensemble pourraient vraiment pour moi se nourrir et créer encore une fois un cercle vertueux. Donc je vous conseille vraiment de vous syndiquer. Malgré que, et c'est là où je voulais faire la critique des syndicats, de la culture, c'est que c'est très dur de se syndiquer aujourd'hui. Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, militante depuis 10 ans, j'ai l'habitude, d'accord, des organisations militantes, je sais comment on fait, et j'ai galéré à ne serait-ce que pouvoir avoir des contacts avec des syndicats à Lyon. J'ai harcelé au téléphone, par mail, par réseaux sociaux, tout le monde, par exemple, moi c'était à la CGT Spectacle, et j'ai vraiment galéré à avoir des retours. Alors, on n'est pas dans la période la plus simple, ce n'est pas du tout une critique, c'est juste que je pense qu'il y a des gens qui se seraient découragés pour beaucoup moins que ça, et que déjà quand on est artiste, savoir qu'il y a des syndicats dans nos métiers, on ne sait pas que ça existe, mais en plus, si quand on cherche, on nous répond pas, c'est facilement décourageant. Et aussi, en termes de statut, ça c'est ma grosse problématique, c'est que en termes de statut, on nous a complètement oubliés, les auto-entrepreneurs, dans les luttes syndicales, tout simplement parce que, en gros, dans la culture, on parle d'intermittence dans la lutte et de contrat court et d'artiste-auteur. Voilà, c'est les 3 grosses luttes, mais les auto-entrepreneurs, on n'en parle pas. On n'en parle pas, pourquoi ? Il y a une claire, nette et précise réticence des syndicats sur les auto-entrepreneurs, que l'on pourrait comprendre car on est contre l'ubérisation de la société et aussi de la culture, ça je suis bien d'accord, mais quand vous avez des travailleurs, par exemple Deliveroo, qui vont avoir besoin d'aide syndicale, et bien même si on est contre Deliveroo, moi je suis contre le système de Deliveroo, qui est purement capitaliste, mais je vais quand même aider les livreurs et les livreuses qui ont besoin d'aide, en fait. Et on leur apporte un syndicat à ces gens-là, même si on est contre leur entreprise. En fait, c'est bien sûr que Amazon, on est contre, mais ce sont les travailleurs de Amazon qui ont le plus besoin d'aide des syndicats, et ça, les syndicats, ils l'ont bien compris. Alors pourquoi dans la culture, ce serait différent ? Les artistes en auto-entreprise, ce n'est pas un choix. En fait, si on avait un choix, on aurait des droits du travail. On serait
très contents de les avoir. Mais aujourd'hui, comme dit plus tôt, on est forcé en fait à être sous des statuts d'auto-entrepreneurs et d'auto-entrepreneuses et les syndicats ne nous suivent pas. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors je sais pas ce qu'il en est pour les autres syndicats. Moi pour l'instant je parlais qu'avec la CGT Spectacle et c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'ai envie de les critiquer et de dire je ne reviendrai plus jamais dessus, etc. Moi j'adorerais rentrer à la CGT Spectacle ou dans d'autres gros syndicats et que l'on parle de ces problématiques-là. Je pense que tout est à créer et qu'il faut le créer, qu'il faut le faire, soit demander à faire en sorte que par exemple le statut d'artiste-auteur soit beaucoup plus large et qu'il puisse englober du coup nos prestations à nous qui sommes par exemple dans l'audiovisuel, pas forcément artistique pour gagner notre vie, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que la culture qui ne nous fait gagner nos vies dans l'audiovisuel. On est obligé de faire des prestations par exemple avec des particuliers qui ne sont pas artistiques et qui ne rentrent pas du coup dans le statut d'artiste-auteur, ou alors se battre pour des droits en auto-entreprise qui d'ailleurs pourraient offrir des droits à plein d'autres gens, notamment d'autres travaux en auto-entrepreneur, et du coup aider les auto-entrepreneurs à gagner les droits. Enfin, en auto-entreprise, on n'a pas le droit au chômage, je le rappelle, on n'a pas le droit au SMIC, on n'a pas de SMIC horaire. Or, il y a plein d'économistes, et je ne le sors pas de mon cul, il y a plein d'économistes qui ont chiffré des SMIC horaires pour les auto-entrepreneurs qui peuvent être ensuite adaptés à chaque métier. Et du coup, dans la culture, on pourrait faire ça. On pourrait se battre sur tous ces plans-là. Et ce qui est beau dans la culture, c'est qu'en plus, on peut même se battre avec nos patrons. Pas dans toutes les orgas, attention. Mais en fait, le but, quand on se bat pour la culture, c'est de se battre pour les établissements et pour nous. Et du coup, je pense qu'on pourrait vraiment réfléchir en globalité à un intérêt général beaucoup plus logique. Et on pourrait tous se battre ensemble pour nos métiers spécifiques et pour la lutte en général. C'est ça qui est beau, il faut pas l'oublier, mais maintenant, comme dit, je pense que les syndicats ont beaucoup à réfléchir sur leur méthode de recrutement, sur la façon dont ils sont visibles et aussi sur la façon dont ils accueillent aussi les auto-entreprises, parce que y a du travail à faire, et nous, de notre côté, je pense qu'il ne faut pas que nous soyons trop réticents envers les syndicats et que nous nous ouvrions à ça, que nous allions aussi nous regrouper dans des grosses orgas, et c'est là où on aura du poids, c'est là où on aura de la représentation, et c'est ça qui je pense est important. Je donne de leçons à personne, je vous partage simplement mon avis, mais voilà, les artistes, il y en a beaucoup qui sont politisés. L'art, ça a toujours été quelque chose de politique depuis le début, et je pense qu'il faut que l'on reprenne confiance en nos métiers, que l'on reprenne confiance en nous, que l'on reprenne confiance en notre secteur, et que l'on se batte tous et toutes ensemble pour conscientiser notre art, politiser notre art, et mettre en avant aussi nos conditions de travail. La culture, c'est un service public comme les autres, et il faut se battre pour que ce soit vraiment le cas. Si vous êtes dans un parti politique, libre à vous aussi d'essayer de visibiliser au sein de nos partis politiques les questions culturelles qui sont encore, même dans nos partis à gauche, très invisibilisées, aussi à cause de cette image que l'on a de nos métiers, comme dit plus tôt. Moi, je pense que la grosse problématique et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est de rétablir le dialogue entre les syndicats, les assos, les collectifs et les artistes solos. Rétablir le dialogue et se regrouper. Pour conclure cette partie, j'aimerais vous partager quelques actions concrètes que l'on peut faire pour se politiser du coup dans nos métiers. Donc comme je vous dis, politiser son art, réfléchir à ses représentations. En action concrète, solo, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi par exemple, j'avais fait un groupe Facebook pour troquer des accessoires et décors et tout de tournage parce que j'en avais plein. Et le groupe avait pris énormément d'ampleur. J'ai un peu laissé à l'abandon en ce moment, mais il marche toujours. Du coup, c'était pour troquer des accessoires. On n'avait pas le droit de vendre. Le but, c'était juste de s'échanger du matériel entre nous et du coup de permettre de ne pas jeter et avoir autant du coup une entraide au niveau des décors que un point de vue un peu écolo, de dire on ne jette pas et on ne rachète pas à chaque fois. Mais on peut aussi signer des pétitions en ligne, poster des posts politiques en ligne, relayer des infos, donner de la visibilité en ligne du coup à des gens qui sont proches de nos valeurs. On peut aller à des manifs, on peut participer à des actions de visibilisation autour de nos problématiques. Par exemple, dans vos villes, il y a sûrement des conférences, des tables rondes, des AG de la culture
des occupations, des rassemblements, des mobilisations. N'hésitez pas à aller en manif et à chercher la CGT Spectacle, par exemple. Ils sont toujours là quelque part, on les trouve toujours. Et voilà, participer à des tables rondes, des conférences, c'est passionnant, ça donne de la force. Je sais que des fois on a l'impression de ne pas avoir la force, mais c'est souvent ces endroits-là qui donnent de la force, qui font du bien. Et voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées pour pouvoir vous engager dans votre métier. Donc renseignez-vous sur les collectifs, les assos, et comme dit, s'il vous plaît, listez toutes les choses que vous voyez autour de vous en commentaire, que l'on puisse suivre, que l'on puisse soutenir, que l'on puisse commenter, que l'on puisse se renseigner. Je pense qu'il y a plein de gens là qui seraient prêts. D'ailleurs, mettez les villes aussi au-dessus dans lesquelles sont vos collectifs et lieux, etc. que vous citez. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui seraient vraiment intéressés à suivre et poursuivre ce genre d'action. Moi, on me demande tout le temps maintenant est-ce que tu connaîtrais pas tel truc. Enfin, je pense que les artistes ont soif d'aide, ont soif d'accompagnement. On est tout seul, encore une fois. On n'est pas du tout assez accompagné. On n'est pas du tout assez accompagné dans nos luttes non plus. Et ça peut faire du bien à tout le monde. Donc n'hésitez pas en commentaire à lister tout ce que vous connaissez, les bons plans, les choses à suivre, s'il vous plaît. Et restez connectés car je vais vous donner d'autres moyens de lutte là dans cette troisième partie, des moyens de lutte peut-être aussi vraiment actuels avec ce que l'on est en train de vivre en France, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais oui, j'enregistre ce podcast avant le deuxième tour. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et je ne vais pas rappeler à quel point ce serait l'enfer pour nos métiers. Mais un gouvernement macroniste, ce serait aussi l'enfer pour nos métiers, car c'est sous Macron et sous tous les gouvernements précédents que l'on a continué à perdre autant d'argent pour la culture. Mais n'oubliez pas que l'extrême droite, ce n'est pas un parti comme les autres et que quand l'extrême droite prend le pouvoir, il ne le rend pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire une dernière partie beaucoup plus rapide, mais qui sera consacrée à ce qui se passe en ce moment et du coup à des luttes du moment avec des collectifs aussi du moment, même si tout ce que je vous ai listé avant est actuel aussi, mais là c'est vraiment peut-être aussi focus sur ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, l'extrême droite aux portes du pouvoir menace directement la culture et les médias. Aujourd'hui, nos métiers culturels, même si malheureusement ils étaient clairement en train de mourir avec toutes les problématiques de thunes que l'on a dans notre secteur, sont plus menacés que jamais. N'oubliez pas qu'un monde libre, c'est un monde où l'art s'exprime, où les journalistes sont libres et indépendants. Et que l'audiovisuel et la culture sont des services publics protégés par nos lois, et qu'un monde fasciste, c'est un monde de censure, c'est un monde où le seul journalisme présent, si on peut appeler ça comme ça, c'est de la propagande d'État, et l'art n'est plus présent dans nos rues. Alors, il faut se regrouper, illustrateurs, illustratrices, interprètes, écrivains, réals, techos, auteurs, photographes, journalistes, médias. Il faut se rendre compte de notre intérêt commun aujourd'hui. Là, vous savez que l'audiovisuel a été menacé aussi, l'audiovisuel public par Macron, avec une loi qui n'est pas encore passée à l'Assemblée, qui vise à privatiser l'audiovisuel public. Je vous mettrai une vidéo de Blast qui explique très bien ça et qui vous en montre les dangers. Aujourd'hui, l'état de l'audiovisuel est assez alarmant en France quand on voit que énormément de chaînes, énormément de journaux sont détenus par exemple par Bolloré, qui a une claire volonté de normaliser les idées d'extrême droite et qui a très bien réussi son coup en mettant l'extrême droite au port du pouvoir. C'est grâce aux médias aussi qu'on en est là. Et je vous invite très fortement à vous renseigner sur le sujet. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai des articles qui en parlent. Et je vous invite aussi, et comme dit avec notre contre-réseau, à suivre et à soutenir si vous le pouvez aussi financièrement des médias indépendants et des médias de service public. Je vous invite à suivre Blast, qui font des vidéos de dingue en ce moment, qui m'ont beaucoup émue et qui font un travail notamment grâce aux auteurs, aux autrices, mais aussi à Salomé Saké, à Paloma Moritz, à Usul, à Lumi et à tous les autres et toutes les autres. Je vous invite à suivre Le Média, qui pareil a notamment une chaîne YouTube très active, qui font beaucoup de live pour le coup, et qui ont réussi aussi à avoir une chaîne télé qui aujourd'hui essaye de rentrer sur la TNT, qui font un travail
aussi incroyables et remarquables, je vous invite à suivre bien sûr l'Humanité, à aller lire Mediapart, à aller suivre Street Press, le Bondi Blog, et notamment Street Press par exemple a vraiment appelé et les indépendants comme Blast et comme le Média, etc., à vraiment les soutenir financièrement parce qu'ils en ont besoin plus que jamais. Sachez qu'un État fasciste, c'est vraiment le moment où en 3 semaines on peut perdre nos médias indépendants, quoi. Ça peut aller très vite, c'est eux qui sont en première ligne sur le front et c'est eux qu'il faut soutenir, et que même si l'extrême droite ne passe pas aujourd'hui malheureusement, et vous le savez, mais les idées de l'extrême droite aujourd'hui, grâce à toute cette couverture médiatique, ont été totalement normalisées, et que même si on n'a pas de majorité à l'Assemblée et que on se retrouve avec une majorité relative que on se retrouve quand même avec un gouvernement plutôt macroniste, que je ne pense pas, ou par miracle avec un gouvernement de gauche, ces idées-là sont ancrées aujourd'hui dans notre société, et que pour pouvoir les changer, il nous faut des représentations des artistes, il faut d'autres représentations, mais il faut aussi que ces médias-là survivent plus que jamais, parce que si on laisse la couverture médiatique à CNews, à BFM, à Cyril Hanouna, s'il vous plaît, aujourd'hui, et à TF1 et France Info, c'est pas mieux, Europe 1, etc., en fait, ces représentations-là ne changeront jamais, et ces idées-là resteront ancrées. On peut clairement changer les choses. Des médias comme Blast et le Média ont explosé cette année. Ça montre que c'est possible, mais il faut qu'on soit là et qu'on fasse front tous ensemble et qu'on se soutienne plus que jamais. Donc vraiment, allez les suivre et s'il vous plaît, donnons-nous de la force entre nous. Je vous invite aussi à aller suivre les appels à mobilisation. Vous avez par exemple la lettre ouverte à des actrices culturelles issues du rap et des cultures populaires pour se mobiliser contre l'extrême droite, qui a été lancée par des gros médias et orgas de rap notamment. Donc le rap, qu'il faut le rappeler, a été historiquement et toute son histoire particulièrement politisée, opposée à l'extrême droite et mobilisée. Il y a aussi l'initiative Print for Palestine, qui est un collectif de photographes qui s'est réuni pour vendre des prints de photos et illustrations en faveur des cagnottes pour la Palestine, donc notamment Human Zapil, je crois, Médecins sans frontières, et puis des cagnottes de particuliers de Gazaouis. Donc c'est un projet qui a l'initiative de Gab Sénéchal et de Roxane Farah. Vous avez aussi des influenceurs et des influenceuses, par exemple, qui se réunissent pour, collecter des fonds pour la Palestine, et qui même commencent à parler de politique sur leurs réseaux sociaux, parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est pas normal, on a besoin de tout le monde et c'est trop bien. Donc vous avez par exemple l'influenceuse Golo Choklova, qui a créé l'événement Keep Your Eyes On, qui en une journée a réuni plus de 30 000 € pour des cagnottes en faveur de la Palestine également. Vous avez par exemple aussi des collectifs de musique urbaine comme La Familiale, qui est en région parisienne et qui, à plusieurs reprises, a réuni de grosses têtes d'affiche et a créé de gros concerts pour des cagnottes en faveur, l'année dernière par exemple, de cagnottes en soutien aux grévistes contre la réforme des retraites. Ils ont annoncé un nouvel événement pour ce vendredi, donc Brave contre l'extrême droite. Et du coup, il y aura table ronde, open mic, concert pour contrer la montée de l'extrême droite en France, et dont tous les bénéfices seront reversés à l'association Coucou Crew, qui propose des espaces tant de rencontres et d'échanges pour les jeunes en situation d'exil. Il y a plein du coup de belles mobilisations comme ça qui peuvent être créées ou que l'on peut rejoindre, qui existent déjà et à qui on peut donner de la force, et que je vous invite fortement à aller suivre sur les réseaux sociaux au moins. Je vous enverrai tout ça en barre d'infos encore une fois. Et vous avez aussi par exemple le Front des musiques indépendantes, qui a aussi lancé un appel à mobilisation, qui s'est créé justement
par rapport à ces législatives, le Front des musiques indépendantes et le Front des musiques électroniques. Le Front des musiques électroniques est d'ailleurs aujourd'hui très actif sur les réseaux, donc je vous invite à aller le suivre. Du coup, c'est les personnes qui travaillent dans les musiques électroniques qui se regroupent et qui font front. Vous avez d'ailleurs des lives hyper passionnants qui sont sortis, que je vous invite vraiment à aller regarder. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. C'est des tables rondes en fait de 1 heure. D'ailleurs, c'est aussi cool pour les gens qui ont de l'anxiété sociale, qui peuvent pas forcément sortir de chez eux. De chez vous, vous avez un impact aussi et on pense à vous. N'hésitez pas à aller suivre du coup les tables rondes de front électronique qui sont sur YouTube et qui sont passionnantes, qui montrent tout plein de solutions, qui montrent comment on peut continuer à faire front même sous un gouvernement qui sera peut-être d'extrême droite. Vous avez des appels à mob, j'ai vu passer de Gaze Magazine, de toutes les institutions aussi de la culture, même la CGT, etc. ont appelé à voter contre l'extrême droite. Vous avez des appels de drague contre l'extrême droite, vous avez le Front commun des médias contre l'extrême droite, vous avez le communiqué élection législative, les organisations de la culture s'expriment d'une même voix, communiqué que par exemple la BUZ a signé et tous les syndicats. Vous avez énormément de boucles aussi, Telegram, Discord, que vous pouvez rapidement trouver notamment sur Instagram en suivant ces collectifs-là. Vous allez dans leur story à la une et ils ont souvent pas mal tous des conversations Telegram, Discord, etc. Nous, on en a une aussi avec les copains. Pour pouvoir rentrer dedans, il faut juste envoyer un DM sur Insta ou en mail aux copains et on vous met dessus. Vous avez des lieux qui encore aujourd'hui se mobilisent, comme le Périscope par exemple à Lyon. Vous avez des assemblées générales et des rassemblements de la culture qui sont faits par le Front populaire aussi. Moi, j'en ai assisté à une. Donc ça fait du bien de parler un peu de la culture dans nos partis parce que, encore une fois, même dans nos partis, c'était la grande oubliée. Moi, j'ai assisté à une qui se passait à Lyon, par exemple, où il y avait Usul, etc. Donc c'était super chouette. Rendez-vous compte là qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qu'on est nombreux, qu'on peut réaffirmer l'espoir et se battre pendant les élections, mais aussi toute l'année. On n'est pas tout seul, vraiment. On est moins tout seul que jamais, je sais pas comment dire ça. Il y a le Front populaire aussi qui a fait des assemblées générales et rassemblements pour la culture que je vous invite vraiment à suivre. Et ça fait du bien de parler de la culture dans nos partis aussi parce que même dans nos partis, comme dit, c'était la grande oubliée. Et je voulais finir ce podcast en vous lisant un petit peu le tout petit paragraphe et le seul de toutes ces élections, je tiens à le dire, qui parle de la culture dans les programmes. L'extrême droite, à part dire qu'il va privatiser l'audiovisuel public, il dit pas grand chose et chez les macronistes non plus, donc je vous lis le seul morceau de paragraphe que nous avons le droit d'avoir pendant ces législatives, qui est écrit du coup par le Front populaire dans le programme du Front populaire. Donc le Front populaire dit, je cite, un service public des arts et de la culture et des médias au service de l'émancipation. Renforcer le budget public consacré à l'art, la culture et la création pour le porter à 1% du PIB par an. Limiter strictement la concentration dans les industries culturelles et les médias dans les mains de quelques propriétaires, coucou Bolloré, et exclure des aides publiques les médias condamnés pour incitation à la haine ou atteinte à la dignité des personnes. Défendre l'indépendance des rédactions face à leurs propriétaires. Garantir la pérennité d'un service public de l'audiovisuel en instaurant un financement durable, lisible, socialement juste et en garantissant son indépendance. Étendre la gratuité dans tous nos musées nationaux, garantir une tarification abordable dans les institutions publiques, encadrer les tarifs abusifs des lieux privés. Défendre et améliorer le régime des intermittents et aller vers la création d'un nouveau régime pour les artistes-auteurs. Et ça, c'est moi qui rajoute, mais on pense à vous aussi, les auto-entrepreneurs du coup de la culture. Voilà, c'était un long podcast qui, j'espère, vous aura donné des clés, qui vous aura ouvert des nouvelles façons de lutter et qui vous aura redonné, j'espère, un peu d'espoir. Il y a énormément de choses qui se passent. On est fatigué, on a peur, on est crevé. Et notamment si on vient de minorité, c'est encore pire. Donc vraiment force à vous. Et quoi qu'il se passe, le 7, on est ensemble. On continuera à se battre.
et on survivra, l'art survivra et on fera tout pour que ça ne passe pas. Mais si ça passe, on sera ensemble et on se battra et on se taira pas. Et promis, on va y arriver un jour. Je vous envoie plein de force, plus que jamais, plein d'amour. Et j'ai plein de podcasts à suivre avec des gens incroyables qui ont de la force, les épaules pour lutter et qui j'espère vous feront du bien aussi à écouter. Vous êtes vraiment forts et fortes, vous êtes les meilleurs. Je vous envoie plein d'amour et de soutien et plein de bonnes choses. On n'oublie pas, on se donne de la force entre nous. On écrit en commentaire là tous les collectifs assos, etc., etc. Et on se soutient entre nous, on est là et on sera toujours là et on fera front tous ensemble et tous ensemble. Merci à vous et plein de bonnes choses à vous. Au revoir, à bientôt.